Bonjour, nous allons envisager aujourd'hui le bypass gastrique. Le bypass gastrique ou bypass gastro-jéjunal est la plus ancienne des interventions de chirurgie bariatrique, puisque la première intervention de ce type a été faite en 1964 par Mason aux États-Unis. C'est une intervention qui va réduire la capacité de l'estomac, donc c'est une opération qui est pour la principale modalité restrictive, puisqu'on a un tout petit estomac, donc là, ce qu'on peut ingérer comme aliment est effectivement diminué, et elle sera aussi mal absorptive, puisque la première partie de l'intestin est bypassée, si on veut dire, shuntée. Tout ça, ce sont des mots anglais, mais que maintenant tout le monde connaît. Il y a donc un court-circuit de la première partie de l'intestin grêle, qui est celle qui habituellement absorbe le plus. Alors bien évidemment, ce sont des interventions majeures et ils nécessitent un bilan très particulier, très détaillé, afin de trouver éventuellement une contre-indication et de toute façon en suivant toutes les recommandations de la HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé. On ne peut pas opérer n'importe qui, n'importe comment, et la sélection est très rigoureuse. Elle comportera un avis gastro-entérologique, un avis endocrinien si nécessaire, une fibroscopie de l'estomac, un suivi psychiatrique ou psychologique et un suivi diététique préopératoire et post-opératoire également. Le principe du bypass, donc de la dérivation de l'estomac, consiste à effectuer une section de l'estomac qui devient tout petit et de coudre sur cet estomac la première partie de l'intestin grêle qui habituellement absorbe beaucoup et est grandement responsable de la prise de poids en temps normal. Et cette première partie de l'estomac va absorber très peu et se comporter comme un simple tuyau. Les aliments arriveront donc dans cette petite poche gastrique qui fait qu'on est bien entendu limité dans l'absorption des aliments. Et leur premier cheminement dans le tube digestif, dans le jéjunum, qui sert de court-circuit, n'absorbera pas grand-chose. Après 1,50 m ou 2 m de cet intestin court-circuité, dans lequel passent les aliments rejoignent le tube digestif ordinaire pour poursuivre leur route dans la fin de l'intestin grêle, puis dans le côlon. C'est donc, vous l'avez compris, une intervention qui est effectuée depuis plus de 50 ans, donc pour laquelle on a un grand recul de cohortes de patients extrêmement importantes, principalement aux États-Unis, c'est certain. Il y a peu d'échecs, mais il peut y en avoir, soit par faute diététique, avec des patients qui, entre guillemets, font des bêtises, mangent des sucreries, etc., et ça, on ne peut pas vivre avec tout le monde et surveiller tout le monde à domicile. Il faut que le patient soit bien conscient que le jour où il prend la décision de faire cette intervention par le chirurgien qu'il a choisi, il doit changer de vie complètement. Et ça, c'est absolument fondamental. Souvent, un suivi psychologique à long terme sera utile. Il y a bien entendu des risques dans toute intervention chirurgicale. Mais il y a un peu plus de risques chez le grand obèse, bien entendu. Vous avez tous entendu parler de phlébite, c'est-à-dire de caillots dans les veines, et d'embolie pulmonaire, qui comportent un risque grave et parfois mortel. Et il y a également des complications post-opératoires précoces dans les premiers jours, car c'est une intervention dans laquelle il y a beaucoup de sutures. Il y a une suture sur l'estomac, une autre suture entre l'estomac et l'intestin, une autre suture entre l'intestin et l'intestin. Et chaque fois qu'il y a suture en milieu digestif, il y a une possibilité soit d'abcès, soit de fistule, soit d'hémorragie. C'est de plus en plus rare, mais il faut le savoir que ça existe et qu'une complication précoce peut amener le chirurgien à réintervenir dans les premiers jours. Il y a aussi des complications à distance. L'ulcère anastomotique. Qu'est-ce que c'est qu'une anastomose? Une anastomose, c'est une couture entre deux segments du tube digestif. Il est possible qu'il se forme à l'endroit de cette suture un ulcère qui entraîne des douleurs, soit qu'il soit spontané, soit qu'il soit favorisé par la prise de médicaments comme des anti-inflammatoires qui sont particulièrement contre-indiqués après ce type de chirurgie.
Il y a parfois des douleurs abdominales, parfois des diarrhées. C'est habituellement relativement facile à régler. Il faut ici savoir que l'amaigrissement important peut entraîner la formation de calculs dans la vésicule biliaire et qui peut également nécessiter un jour une cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire. D'ailleurs, si dans le bilan préopératoire, on trouve une vésicule avec des calculs, il faudra lui proposer la cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule, dans le même temps que la réalisation du bypass. Il y a aussi des complications secondaires possibles lors de la réalisation d'un bypass gastrique. La plus connue est celle du dumping syndrome. Le dumping syndrome était déjà bien connu lors des gastrectomies faites simplement pour traiter un ulcère, avant que les médicaments pour l'ulcère soient devenus très efficaces. Le dumping syndrome consiste en un grand malaise avec une sensation de mort imminente qui est due habituellement à l'absorption d'aliments trop sucrés, trop osmotiques. Le patient a l'impression qu'il va mourir, il suffit tout simplement de l'allonger et les choses reviennent dans l'ordre dans les 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est très impressionnant et pour le patient et pour sa famille. Un article américain disait récemment « Est-ce que le dumping syndrome est une complication ou un avantage ?» Eh bien, ils en arrivent à conclure que cette complication était un avantage, car le patient qui en avait fait une ou deux fois l'expérience, en sachant qu'il avait ingéré ce qu'il ne fallait pas du tout ingérer, ne le refera plus. C'est un moyen comme un autre de se faire taper sur les doigts. D'autres petites complications faciles à régler sont les flatulences digestives et les diarrhées de temps à autre à cause de la malabsorption, des insuffisances vitaminiques qui impliquent un suivi biologique et un suivi diététique à long terme, car il faut souvent supplémenter ces patients en vitamines et en oligo-éléments. Enfin, on peut rappeler encore une fois que, comme dans pratiquement toutes les interventions de chirurgie bariatrique, une grossesse est contre-indiquée dans les 18 à 24 mois suivant l'intervention. Il faut d'abord s'occuper de soi, et on pensera au bébé après, quand on aura déjà perdu la majorité des kilos qu'on a à perdre. Si l'intervention du bypass, pour parler un peu de technique, a été effectuée depuis 1964, en 1964, la chirurgie cœlioscopique, c'est-à-dire celle qui est faite par l'introduction d'une caméra dans la cavité abdominale et de plusieurs instruments de petite taille, ne se faisait pas. La cœlioscopie est arrivée sur la pratique chirurgicale en 1989, avec l'opération essentiellement de la vésicule, et le premier bypass effectué en cœlioscopie date de 1992. C'est actuellement la règle d'effectuer cette intervention en cœlioscopie. Mais il faut savoir qu'il y a des contre-indications à la cœlioscopie qui doivent être bien pensées avant de commencer l'intervention, en particulier si un patient a eu des antécédents chirurgicaux importants, qu'il a été opéré par le passé par chirurgie classique, soit d'une occlusion, soit d'une péritonite, toutes pathologies qui vont entraîner des adhérences importantes dans la cavité abdominale et empêcher d'avoir un geste en toute sécurité. On se pose toujours la question de la durée d'hospitalisation. En France, habituellement, elle est de 3 à 7 jours, avec une surveillance rapprochée, bien entendu. Il faut parler aussi des complications possibles tout de suite après l'intervention. Bien qu'elles soient de plus en plus rares, par l'amélioration des techniques, par l'amélioration des fils de suture, des agrafes qui vont permettre les sutures mécaniques, etc., il y a toujours un risque en chirurgie digestive. Une suture, il peut y avoir un risque de fuite, c'est-à-dire un risque de fistule. C'est pour la raison pour laquelle, pendant l'opération, on met en place un drain afin de guetter un signe de fistule et pouvoir agir dessus le plus rapidement possible. C'est habituellement des complications qui surviennent dans les 48 premières heures, mais qui peuvent aussi être vues un peu plus tardivement. Comme dans toute chirurgie, il peut y avoir un risque de saignement, un saignement qu'on ne va pas forcément voir et qui ne va pas s'extérioriser dans la cavité abdominale, qui peut être à l'intérieur d'un organe. Les agrafes qui permettent les sutures sur l'estomac peuvent entraîner
une petite blessure d'un petit vaisseau microscopique qu'on ne verra bien entendu pas, sur l'intestin grêle également, et ça donne un saignement artériel qui va être responsable d'une anémie qui va être dépistée avec une prise de sang régulière les premiers jours, et il peut être nécessaire de transfuser le patient. C'est rare, mais tout existe. Un peu plus tardivement, la complication à laquelle on est attaché d'éviter qu'elle survienne par certains artifices techniques opératoires est le risque d'occlusion intestinale, avec l'occlusion d'une anse de l'intestin grêle dans ce qu'on appelle une hernie interne. Là aussi, il faudra intervenir très rapidement pour libérer cette anse intestinale. Voilà, vous savez pas mal de choses maintenant sur le bypass gastrique, qui est donc, je le redis, la plus ancienne des opérations sur l'obésité, qui est beaucoup pratiquée encore, qui a des risques bien entendu, mais une efficacité importante et dont le choix dépendra bien sûr des desiderata du patient, mais aussi de son état physique et peut-être un patient qui sera un diabétique grave à l'insuline. On préférera lui proposer un bypass gastrique qu'une sleeve gastrectomie ou une autre intervention. Quoi qu'il en soit, la surveillance à long terme est indispensable pendant de nombreuses années chez l'opéré. Et malgré tout, certains, au bout de 10 ans, oublient qu'ils ont été opérés parce qu'ils vont très bien, qu'ils ont beaucoup maigri, qu'ils se trouvent en pleine forme. Et ils oublient aussi de faire leur contrôle biologique, de revoir leur médecin ou leur chirurgien ou leur diététicien. Voilà, j'espère que vous avez tout compris.